Bonjour à tous, bienvenue sur Expatimo, le podcast des investisseurs expatriés. Je suis Sébastien, votre hôte. Passionné par l'immobilier et les investissements, j'ai hâte de vous amener dans un voyage passionnant à travers le sujet du jour. Pour me présenter rapidement, je suis le fondateur d'Acheter pour louer. Acheter pour louer est une plateforme innovante qui accompagne les Français expatriés dans leurs investissements immobiliers en France. Si vous avez un projet en tête, que ce soit pour acheter, louer ou investir, n'hésitez pas à me contacter. Alors, sans plus tarder, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Je suis ravi de réaliser notre premier épisode sur Expatimo et je suis ravi d'accueillir Arnaud. Bonjour Arnaud, comment vas-tu? Ça va Seb, merci. Très bien, content d'être ici dans tes nouveaux locaux qui sont super beaux. Merci. Et bien donc, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter d'où tu viens, ton parcours personnel, professionnel? Oui, je m'appelle Arnaud, donc ça fait 8 ans que je suis expatrié à Hong Kong. Je suis originaire de Nantes. Alors j'ai fait des études de droit. Au début, j'ai voulu être notaire à un moment dans ma carrière. Et puis en fait, ça ne me permettait pas de voyager, ce que j'ai voulu faire un peu plus tard à la fin de mes études. Donc j'ai bifurqué en juriste bancaire. Donc ça fait 8 ans que je suis à Hong Kong, dans les banques, différentes banques. Ok, et donc tu n'as jamais travaillé en France? J'ai très peu travaillé en France, voilà, Ouais. 6 mois en fin d'études, le temps de trouver en fait un VIE à Hong Kong justement au début quand je suis arrivé. Ok, et donc tu as toujours voulu voyager? Alors je voyageais plutôt pas mal avec la famille, mais c'est surtout, je suis venu en 2011, je suis venu voir des amis à Hong Kong qui étaient en stage d'école de commerce, etc. Et ouais, j'ai adoré la ville, donc je suis reparti un peu plus tard à Singapour pour faire un master de droit, en fait, pour me donner un côté Asie dans mon cursus. Et voilà, après j'avais en tête de revenir à Hong Kong. Et c'est là-bas que j'ai rencontré d'ailleurs ma femme qui était née à Hong Kong mais qui était jamais retournée depuis qu'elle était petite. Et on y est retourné ensemble et voilà. C'est sympa. Ouais, ouais, c'est sympa. Ouais. Si on parle d'immobilier maintenant, quand c'est que tu as commencé à investir? Est-ce que ça fait quelques mois, quelques années? Alors là, ça fait. Donc le premier bien, on l'a acquis en novembre 2021. Donc un immeuble, je pourrais peut-être revenir après dessus. Mais il faut savoir qu'en fait, le temps de la recherche est super long. On a peut-être commencé à regarder en 2019 et on regardait des apparts plutôt en centre-ville. Au début, on se dit on veut quelque chose un peu avec du cachet, assez patrimonial. Et en fait, les rentabilités ne sont pas forcément là. On a fait plusieurs offres qui n'ont pas été acceptées puisqu'on entendait qu'il fallait faire des offres assez basses, quitte à faut négocier au maximum, quitte à se prendre des refus. Et donc on avait essuyé quelques refus. Après, il y a eu une période où c'était assez à la mode en 2020. Les taux d'intérêt étaient toujours assez bas. Tout le monde se dépêchait un peu avant que ça remonte. Et il y avait vraiment de la compétition sur les immeubles de rapport. Donc c'était devenu notre nouvel objectif. Et on a finalement trouvé, après quelques mauvais coups des vendeurs sur certaines offres acceptées, qui en fait acceptaient à l'oral, qui avaient été ensuite il y avait une surenchère par un autre acquéreur et il nous avait laissé tomber. Donc on a finalement trouvé un immeuble sur l'île, parce que c'est une ville, je pense, qui a des rendements assez élevés par rapport au niveau de patrimonialité, je vais dire. Donc, comme d'autres villes en France, peut-être Marseille, etc. Moi, je regardais à Nantes, puisque je suis originaire de Nantes, et à Nantes, par exemple, c'est du 4%. On sera très loin d'être à l'équilibre. Et donc, parce que donc tu dis que tu as fait des premières offres avant. Et où est-ce qu'ils étaient ces Alors, par appartements? exemple, la première offre que j'ai faite, c'était en centre-ville de Nantes, parce que je connaissais bien. Et c'est une offre qui a été refusée, je l'avais faite, mais peut-être 30% en dessous du prix, quoi. Je m'étais Ouais. dit, je faisais mes calculs, en fait, donc je m'étais formé. Voilà, je voulais à peu près tel niveau de rentabilité pour que j'essayais en fait de faire en sorte que mes mensualités de crédit soient inférieures même à mes loyers pour que je puisse payer mes charges, etc. Donc ça, c'était quasiment impossible à atteindre. Enfin, je vais pas dire impossible, mais À Nantes, hein, tu à veux dire? Nantes, sauf si on va chercher des difficultés, des énormes travaux. Mais c'est quelque chose que je savais pas forcément à l'époque. Donc j'ai essayé des offres, je me disais de toute façon ça serait mon prix, je veux ce prix-là. Si voilà, il y a quelqu'un qui dit oui à un moment, on ne sait jamais, ça peut marcher. Et malgré qu'en plus à l'époque les taux étaient bas, très bas. Ouais,
Bah, c'était des apparts vraiment coup de cœur un peu, donc les gens ils Mmh. pouvaient se permettre tu vois, le petit balcon, tout refait à neuf, Ah oui, en donc plein c'était déjà centre. appartement, déjà tout refait. Donc tu avais plus qu'à mettre le locataire. Et toi, c'était ta priorité, c'était la rentabilité et aussi que tes revenus couvrent le crédit. Forcément, peut-être que là, Ça pouvait pas marcher ça pouvait quoi. pas Ouais. marcher. C'est ça, je voulais un appart dans lequel je pouvais vivre par exemple, je me projetais un peu trop. Au Ah ouais. début on a envie de faire un peu, c'est un peu peut-être l'erreur du débutant, on se dit même ceux qui se disent j'achète pour, je mettrai, j'irai vivre dedans plus tard, souvent ça arrive jamais. Bah, donc là c'était un peu Et ça. c'est vrai que moi je vois souvent avec des primo acquéreurs, c'est pas évident en fait. Un coup dur, au moins j'aurai un toit sous la tête. Ouais, Et donc en fait, c'est pas évident de se détacher. ouais. Comment tu as réussi à te détacher en fait. Bah, à force de chercher, déjà, on voit un peu ce qui se fait, on peut se situer dès qu'on a dès qu'on trouve un nouveau bien, on peut se dire ah ben ça c'est mieux que que celui de la dernière fois. Petit à petit, on affine ses critères. Et puis donc là, j'ai découvert un peu les immeubles de rapport, voilà, sur les réseaux, les podcasts, etc. Et donc peut-être pour ceux qui connaissent pas les immeubles de rapport, est-ce que tu peux expliquer c'est qu'un immeuble de rapport? Voilà, donc alors c'est un immeuble donc que vous détenez en nue propriété, donc il y a plusieurs appartements. Donc par exemple, celui qu'on a acheté en 2021 a 6 appartements. Donc l'avantage, c'est qu'on est en monopropriété, donc il n'y a pas de copropriété. Donc on fait un peu ce qu'on veut. Si on veut refaire les parties communes, etc., c'est nous qui payons. Mais bon, après ça passe en charge ou autre. Mais par contre, c'est nous qui payons. Ça, c'est le désavantage. Oui, Mais il vous n'y a n'êtes pas pas de mauvaise plus, c'est surprise. pas tous les Voilà. propriétaires qui vont se diviser les frais. Voilà, Donc s'il y a une toiture, c'est moi qui paye tout. S'il y a un ouais. problème de toiture. Mais j'ai l'avantage de pouvoir chiffrer ça et prendre les décisions moi-même. Si je veux pas mettre un coup de peinture dans les parties communes parce que j'estime que c'est ok comme ça, bah, j'ai pas à le faire. Et voilà. Bon, les toitures, il y a des choses. Après, mais il y a des assurances, etc. Donc ça, c'est ce qui me convenait bien comme schéma. Donc on a trouvé donc cet immeuble-là donc via une agence donc pour se rassurer clé en main. Ok. Ça s'est pas enfin ça s'est bien passé, mais un peu déçu de certains services. Voilà, il y a tout. Donc l'immeuble en lui-même, il était à rénover ou il était déjà rénové? Donc il y a 6 lots, il y avait 5 lots qui avaient été refaits par le propriétaire il y a 2 ans à peu près. Et je pense je sais pas s'il y avait un divorce ou quelque chose, ils voulaient vendre le truc et il y avait encore un appartement qui était tout à faire. C'était une pièce vide en fait. Donc il y a 5 studios, un grand étroit avec un jardin, une cave, etc. au rez-de-chaussée. Et il restait le 5e studio à faire, donc pas énorme. Et les parties communes. On avait pour à peu près 50 000 euros de travaux. C'était pas pour une première opération en fait, c'était assez bien parce qu'il n'y avait pas trop de travaux, mais quand même un petit peu pour faire voilà, des amortissements, des charges, etc. Donc ça a pris combien de temps là les derniers travaux une Donc fois il y a eu un peu de retard parce que c'était en plein Covid, Ah oui. mais de 2-3 mois. De toute façon, il faut toujours se dire dans les travaux, il y aura du retard. Et puis ça a pris, oui, voilà, peut-être 6 mois, le temps entre le temps de la vente à l'achèvement des travaux, il y a peut-être eu 6 mois parce que faut que quand nous, la vente est validée, après, il faut que les ouvriers ils vont mettre un mois à se mettre en place parce qu'ils ont d'autres chantiers en cours. Voilà, il y a toujours des corps de métier à coordonner, etc. Donc Et tu disais que tu as été un petit peu déçu sur Alors, sur sur le le service suivi. clé en main, c'était un peu sur certains. Peut-être sur le côté conseil plutôt, ils arrondissaient un peu les angles sur certains points. Après, c'est des choses qu'on a corrigées. Par exemple, ils ont appris un peu au dernier moment qu'il y avait un monsieur en fait qui faisait l'objet d'une procédure d'expulsion. Donc les 4 studios, les 5 appartements étaient loués, et dans un des studios, il y avait un monsieur qui faisait l'objet d'une procédure d'expulsion, qui avait été donc validé par le juge, etc. Donc il n'y avait pas grand-chose à faire, mais ils nous l'ont un peu dit sur le fil. C'est pas quelque chose qui nous faisait peur parce qu'on est juriste, donc c'est le genre de problème qu'on peut qu'on peut encaisser, puisque si vous voulez quand même une bonne rentabilité, il y aura toujours des petits problèmes, que ce soit travaux, voilà, ou des choses comme ça. Et donc là, on a accepté voilà, ce monsieur qui est parti peut-être 6 mois après. C'était la CAF qui nous payait les loyers, donc c'était pas très grave, mais fallait quand même, fallait quand même s'occuper un peu de ça, quoi. Si vous voulez vraiment quelque chose de clé en main, bah, vous êtes un peu déçu, je pense. Tous les appartements étaient loués.
Donc au moins c'était assez rassurant Voilà, au pour moins on investir. n'avait pas besoin de faire de différé, les loyers rentraient tout de suite, on n'a pas eu voilà, de problème, mis à part ça, et en fait c'est des petits problèmes hein, quand on y pense. 3 ans, est-ce qu'il y a eu des changements de locataires ou ils restent. Donc il y a eu un studio qui a été reloué, mais en fait à Lille, ouais, la tension locative est hyper bonne. Ouais. Donc on a eu le T3, ils n'ont pas bougé. J'aimerais presque qu'ils s'en aillent parce que je pourrais le louer plus cher ou faire une coloc dedans pour augmenter la rentabilité. Et donc il y a un des studios qui a été, voilà, le locataire est parti, on l'a retrouvé en 3 jours, c'était au mois de juillet en plus, c'était assez propice. Il y a beaucoup d'étudiants et voilà, des jeunes cadres. Et le dernier qu'on a refait, il a été loué depuis le début, ça fait du coup depuis 1 an et demi, maintenant 2 ans, ouais. Ça, 2 ans. Oui, donc dans des studios, ça peut être étudiant, jeune. Cadre. Donc c'est des studios un peu sympas, il y a des mezzanines, il y en a ouais, 2 qui ont des mezzanines qui sont assez grands, on va pas dire des T2, mais c'est voilà, il y a une partie quand même, enfin, je me verrais bien dedans pour le coup. Et puis on les a refait donc c'est meublé, donc les 5 studios sont meublés, le bas est en déficit foncier. Et donc en nu. Et donc les studios sont meublés un peu sympas, on a mis des télés dans le mur, voilà, pour que ça, voilà, on a une buanderie où ils ont machine à laver, lave-linge, sèche-linge. Ce que moi j'avais pas quand j'étais étudiant par exemple, il fallait que j'aille à la laverie. Bah là je trouve que c'est des petits trucs mais c'est hyper cool de pouvoir aller faire ça à la machine dans ton immeuble. Après, tu as le plafonnement des loyers, donc bon, ça faut le prévoir dans ton bail. Les locataires qui étaient déjà en place, ils sont pas dans le scope, ils sont pas soumis au plafonnement. Mais les nouveaux locataires là, qui arrivent, ouais, je suis obligé de mettre une clause de complément de loyer. Donc tu as dû baisser les loyers ou. Non, en fait, tu peux mettre une clause de complément de loyer si tu justifies de critères qui sont encore pas très bien définis. Du coup, enfin, il y a quelques la proximité du métro, des choses comme ça. Donc, si vous avez des appartements corrects, tu trouves toujours quelque chose. Voilà, tout le mobilier, un peu de standing, c'est des choses comme ça. Il faut mettre, tu mets mobilier de standing, proche métro. Je rajoute 50 € par rapport au complément de loyer, par exemple. Oui, mais il faut que ça soit raisonnable par rapport à. Voilà. Bah, en fait, si les locataires se plaignent pas, ils ont 3 mois, je crois, pour faire un recours, etc. Donc après les 3 mois, tu es tranquille. Et si l'appartement est propre, il n'y a personne qui va. Si l'appartement est sympa, personne ne va venir t'embêter. Où est-ce que Alors c'est proche du centre, donc c'est pas le meilleur quartier. Sinon dans le centre-ville, c'est un peu plus dur d'avoir de la rentabilité. Donc là, c'est un projet qui faisait à peu près 600 000 €, tout frais inclus, notaire, travaux, etc. Enfin, c'était 180 et j'avais prévu 20 000 € de marge pour les problèmes qui ont été utilisés. Du coup, et ça fait donc ça me fait à peu près 3 700 € de loyer par mois pour 2 200 € de mensualité. Ok. Donc voilà, j'étais parti sur du 8% pour être à l'équilibre avec les anciens taux, sachant que je délègue tout, la gestion, etc. On pourra en reparler. Donc tout ce qui dépasse, j'ai un peu de cash flow positif, mais je m'en sers pour améliorer, entretenir, etc. en général. Oui, parce qu'après, donc de l'autre côté, il te reste donc les frais d'agence, de gestion locative, la taxe foncière. Voilà, comptable. Moi, je suis dans un quartier où la taxe foncière n'est pas très élevée, par exemple. Ouais. Et je suis du côté de FIF, donc je paye 1 800 € par an. Tu vois, quelque chose comme Pour ça. tout l'immeuble, hein. Pour tout l'immeuble. Ouais. C'est pas énorme. Donc on a fait un deuxième immeuble après, puisqu'on était content, ça fonctionnait bien. Une fois qu'on a réglé tous les petits problèmes, même c'est des trucs tout bêtes, mais mettre une boîte à clé en bas de l'immeuble pour que s'il y a des artisans qui ont besoin de passer, ou des choses comme ça, ils peuvent rentrer, etc. Il faut essayer d'automatiser un peu son process. Tout est sous gestion. On a trouvé une agence un peu en ligne, digitale, qui est pas trop chère. Et puis, voilà, Avec qui ça se passe bien? Ça se passe bien. Il n'y a pas pire qu'avec un autre. Ça se passe bien, non, ça se passe bien, mais souvent les gens ils sont déçus. C'est vrai qu'ils sont souvent, s'il y a des choses à faire, ils sont obligés de nous demander en fait quand même des validations, des choses comme ça. Peut-être que c'est quelque chose que j'essaierai d'améliorer. Voilà, on peut leur donner des consignes après si on veut être un peu plus sortir un peu du process, mais au début moi j'aimais bien mettre mon nez dedans quand même pour que ça soit bien fait. Donc ça après c'est. Et les locataires en sont contents en général? Ils sont toujours là, donc je pense que ils ont une connexion internet aussi. Enfin, on fait tout pour qu'ils soient bien parce qu'on est comme ça. Mais après il y a l'immeuble d'à côté, par exemple les voisins, c'est plutôt des marchands de sommeil, ils se posent pas les mêmes questions parfois. Le quartier est en train de changer en fait, il y a pas mal de projets. Ça c'est quelque chose à regarder aussi, les projets urbanisme dans un quartier. Ils ont fait un projet FIFCAI qui est
Ils ont rénové des anciens entrepôts pour faire une école de cuisine, un marché, des choses comme ça. Enfin, il y a des projets urbains. Et ça, tu le savais avant d'investir? Ouais, c'est sur les sites. Et Ok. puis, ils n'oublient pas de le rappeler, les agences clients. Ils n'oublient pas de le rappeler. Et est-ce que donc depuis tu vois que donc le quartier est en train de devenir de s'améliorer? Ouais, Ça c'est aurait ce été- que. Ouais, je pense que ouais. J'ai envoyé mes parents voir un peu le quartier, la façade, etc. Récemment. Ils m'ont dit que ça se voit que ouais, en fait, il y a beaucoup d'investisseurs qui font la même chose dans ce quartier. Et ça, les locataires deviennent plus qualitatifs et Ouais. ça change le quartier. Ouais, la mairie, ils essaient de faire en sorte que voilà, tout Il y a des places de parking, on peut se garer dans la rue. On peut se garer dans la rue. Moi, j'ai pas de place de parking avec l'immeuble. Donc, de toute façon, ils ont le métro. Ouais. Et puis, voilà, la famille du bas, peut-être ça pourrait leur convenir. Mais sinon, les étudiants, jeunes cadres, infirmiers, etc., ouais, il y a une infirmière d'ailleurs. Et je pense qu'ils prennent les transports. C'est assez central quand même. C'est un arrêt vraiment du centre-ville, un arrêt Hmm. de métro. Oui, ça Et en va. vélo, on peut y aller. Ouais. Ils ont des endroits pour garer leur vélo dans le hall s'il faut. Enfin, il y a Hmm. une trottinette électrique maintenant. Ouais. Ok, oui, c'est vrai. Ouais, non, c'est assez central. C'est des bons investissements. Au moins, tu es sûr de pouvoir louer ton bien. Bah, Hmm. c'est ça, ouais, donc le plus petit studio qui était loué par le monsieur, tu sais, qui était en procédure d'expulsion. Ils ont mis l'annonce et je crois qu'ils ont été obligés de bloquer l'annonce au bout d'un jour parce qu'il y avait trop de demandes. Ouais, dès que c'est moins de 500 euros, ça c'est un petit studio qui a moins de 500 euros, par mois de loyer, ça part à tout. Et donc le monsieur qui m'a refait ce studio-là, donc, parce que le monsieur fumait comme un pompier dans son appartement. Et il y avait les murs étaient jaunes comme Ah. jamais, donc j'ai j'ai demandé à un architecte qui s'occupait de l'autre appartement, est-ce que vous avez quelqu'un pour me refaire un petit coup de peinture rapide, de réactif, quelqu'un de réactif, et il m'a présenté un artisan avec qui je me suis hyper bien entendu, et c'est lui qui m'a trouvé le deuxième immeuble, parce que je Ah l'ai ouais. envoyé visiter en fait donc on voulait passer sur le deuxième immeuble. Je l'ai envoyé visiter d'autres immeubles que je trouvais sur internet, Le Bon Coin, avec des agents, etc. Puis il me disait, là ça va pas. Il me dit, celui-là il est bien, mais dedans c'est que des cassos ou des trucs comme ça. Et à un moment, il m'appelle un jour, il me dit, j'ai un client qui vend son immeuble, il est plutôt bien, je pense que vous ne trouvez pas mieux. Donc j'ai dit, bah, go. Et donc lui, il me fait les travaux, il est content. Donc Et toujours à Lille. toujours à Lille, donc un peu excentré, donc c'est une rue, donc c'est un autre quartier de Lille. Toujours quand même proche du centre, proche d'un arrêt de métro, ouais, c'est important je pense. Ouais. Et c'est sur donc un quartier un peu plus qualitatif quand même, un peu plus cher au mètre carré. Et donc ce qui est bien là, en fait il y a une rue, il y a un côté de la rue qui est dans l'île et l'autre côté qui est dans la commune de Lambersart, donc qui est une commune, c'est un peu une commune un peu plus riche je crois, qui est collée un peu ce serait le Neuilly, je sais pas, le Valois de Lille. Et donc dans cette ville-là, le plafonnement des loyers ne s'applique pas. Ah ouais. Donc d'un côté de la rue, il y a le plafonnement des loyers, de l'autre côté, il n'y a pas. Et nous, on est du bon côté. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais Ouais. déjà, c'est toujours ça de prix. Et donc là, on a repris, donc c'est un immeuble de 8 lots cette fois. Ok. Il est magnifique. C'est des belles briques. Enfin, la façade est vraiment sympa. Et donc il y a 8 lots, donc on en rejoint 2 pour faire 7 lots, parce qu'il y a 2 appartements qui sont trop petits. On pense trop petits, donc sur le Ouais. conseil de mon artisan, on les relie et pour faire un plus beau T2 sympa. Et donc là, les travaux sont en cours. Donc il y a 3 des appartements qui seront livrés fin juin, Ok. donc juillet. Ouais. Et puis le reste en septembre, les 4 autres en septembre. Ok. Et on va refaire pareil, une buanderie avec machine à laver, etc. Les appartements, il y en a ceux qui sont au deuxième étage, on va faire des mezzanines, Ah ouais. des trucs un peu sympas, voilà. Et Là, on donc fait là, tout. pareil, c'était, je dirais, parce que tu dis que tu fais des travaux, mais est-ce qu'à la base, il y avait besoin de faire des travaux ou il était en Donc, bon état? donc c'était loué, donc c'était un monsieur qui avait 65 ans, donc c'était un peu une autre façon de faire. Il louait un peu plus à des gens qui n'avaient pas trop le choix sur là où ils voulaient vivre, on va dire. Donc les DPE étaient tous en FG.
Je me demande, je crois qu'il y avait beaucoup de, pas des cotorep, mais des gens un peu handicapés. Enfin, c'était voilà, un autre business model où que le faisaient le plus les anciens, ils entretenaient pas les appartements et ils mettaient Ouais. des gens qui n'allaient pas se plaindre forcément derrière. Alors que maintenant, la nouvelle génération, c'est plus à faire des logements sympas pour que les locataires soient contents. Ouais. Donc là, je l'ai dit pour acheter le bien qu'il fallait que l'immeuble soit vide. Hmm. Donc voilà, il a pas renouvelé les baux au fur et à mesure. Il s'est débrouillé. Et puis on a eu tous les appartements vides et là on a tout refait. Parce que ouais, c'était FG, le DPE, donc ça c'était pas possible. Donc là il nous refait tout, tout soit au moins en D. On va voir si on peut Et faire on plus. n'a pas parlé pour le premier immeuble, mais j'imagine que c'est la même chose. Vous avez fait les travaux nécessaires pour repasser en D, Ils c'est étaient ça? déjà, bah, il y avait déjà la loi qui était déjà passée, donc on Ouais. était un peu avertis. Donc ouais, tous les appartements étaient, ouais, l'appartement qu'on a fait, il était en D, ouais, les autres étaient en D. Et celui du bas qui était en E, il y avait une chaudière à gaz qu'on a remplacée, Hmm. qui a cassé, et on l'a remplacée par une pompe à chaleur. Ah oui. Et en fait, en utilisant la prime rénov, il rembourse quasiment enfin pas la totalité, mais au moins la moitié de la pompe à chaleur. Donc c'était pas une grosse opération, quoi. Ouais. Et du Ok. coup, on a permis de gagner un peu voilà, Ouais. on a gagné une lettre. Et donc là, dans le deuxième, donc c'est travaux. Dans F, pardon, ouais. Donc, Ah oui, dans F. non, Donc ça a non, gagné en E, en E, ouais. une Donc maintenant, lettre. il est en D. Enfin, on a tout repassé en D, quoi. Ouais, mais c'est bien. Au Ouais, moins il vous êtes faut. tranquille. Ouais, il faut. Et même D, maintenant, je crois que ça. Enfin, là, ça va encore, mais sur le long terme, faut presque même être en C, hein, je crois. J'imagine que le fait que ton deuxième immeuble était mal classé t'a permis aussi de l'acheter beaucoup moins cher en mètre carré que. Ouais, c'est un peu ça, parce qu'il était bloqué. Lui, soit il faisait. Donc là, il y a 160 000 euros de travaux sur celui-là. Donc, soit il refaisait tout, lui, de sa poche, parce Ouais. qu'il était déjà propriétaire, donc il va pas demander à sa banque de lui prêter 160 000 euros pour faire des travaux. Ça n'a Ouais. aucun intérêt. Donc, soit il vendait un peu à perte, j'en sais rien, mais un peu à bas Mais prix. vous avez pu négocier le prix? J'ai un peu négocié, enfin oui, j'ai fait mes calculs avec les nouveaux taux d'intérêt. Du coup, j'ai réussi à baisser un petit peu de 25 000 euros par rapport à ce que je voulais au début. Enfin, j'ai dû d'ailleurs, parce que ça change complètement les ratios. Et ouais, on a négocié sur plein de choses. Donc là, ouais, celui-là, on l'a eu à 325 000 euros pour Ouais. 8 appartements. Wow. Donc il y a 160 000 euros de travaux, frais de notaire, mais du coup sur 325. Mm. Donc ça fait à peu près un projet à 520, peut-être 530 avec les problèmes. Et puis on a. Les loyers, ça va être 3800 à peu près, je pense. Peut-être essayer de tirer vers les 4000 si on va voir selon les prestations à la fin des travaux. Et donc là, pour 2500 euros de crédit. Donc, Donc pareil, un cash flow positif en brut. un Et peu d'apport après, à chaque fois quand même. Et puis, parce ouais, qu'on est expatrié, c'est jamais simple. c'est vrai. Et après, ça tourne tout seul, quoi. Ah, c'est bien. Au moins vous êtes tranquille. Donc ça va faire, ça fait 13 lots, c'est ça? 13 lots, voilà, ouais. 13 lots. Ouais, ces années, un, Assez vite, ouais. un beau patrimoine. Beaucoup de Euh, dettes aussi, ouais. Mais- Beaucoup de dettes. Est-ce que tu penses que bah, investir, parce que je sais que moi j'ai des fois des personnes qui me disent bah, que ça leur fait peur le crédit, et d'autres, bah, au contraire, je souhaite m'endetter pour pouvoir développer mon patrimoine. De toute façon, sans le crédit, ça aurait été compliqué d'investir. Ouais, déjà, c'est ça. Donc, bah, l'immobilier, moi, je pense déjà, quand on investit en immobilier, il faut faire à crédit. Je pense, c'est plutôt mon avis. Puisque d'investir son cash, ça sert à rien. Il faut mieux acheter des actions, surtout si on est à Hong Kong où il n'y a pas de plus-value, de taxe sur la plus-value, etc. Donc l'effet levier, voilà, ça vous permet d'acheter plusieurs centaines ou voilà, de milliers d'euros de biens qui vont vous rapporter un pourcentage de cette somme. Moi, je suis plus rassuré d'acheter, par exemple, des biens à mettre en location que une résidence principale, par exemple, parce qu'au moins je suis libre. Donc je sais que si, par exemple, là, je veux déménager demain en France, Hmm. retourner en France ou je ne sais où, mes loyers vont continuer à rembourser l'emprunt, alors que si j'avais une résidence principale, bon, faut que soit je la vende, bon ça peut être une occasion de faire de la plus-value, etc. Mais bon, c'est autre chose. Soit il faut que je trouve un locataire si je veux la garder, voilà. Enfin, au moins le côté liberté, C'est vrai. moi je le retrouve plus là-dedans. Souvent, moi ça serait Paris, donc voilà, les rendements sont pas aussi élevés. Donc finalement là j'ai une somme
qui me rapporte à peu près, mettons, dans les 8%. Donc si j'avais un bien à Paris pour la même somme, ça me rapporterait 3-4%, j'en sais rien. Ah ben c'est sûr qu'à Paris, forcément, les rentabilités sont Voilà. beaucoup plus basses. Mais en même temps, parce que là tu parles de résidence principale, ça voudrait dire que tu habiterais en France aussi. Voilà, oui, Euh, j'imagine, oui, donc bien sûr. après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont acheter à Paris en se disant, ben voilà, de toute façon je rentre à Paris dans les années à venir, et en attendant, ben, c'est vrai qu'en tant qu'expatrié en général, on a quand même des revenus un peu plus importants qu'en étant en France. Et se dire, bon ben voilà, j'utilise ma capacité d'emprunt pour acheter Voilà. pour préparer mon avenir. Après une expatriation, carrément, ouais. C'était Ouais, plutôt dans le schéma inverse où ouais, quelqu'un commence à. La première chose qu'on fait en sortant, en a son CDI, on se dit, paf, je vais acheter ma résidence principale. Si dans 2 ans, il y a un contrat, une opportunité qui se présente, je ne c'est sais où. ça. Donc là, dans le schéma inverse, bien sûr, bah, moi, si je rentre en France, j'aurais déjà bien utilisé ma capacité d'emprunt pour le locatif, donc je pourrais en plus tenter plus des prêts pro, des choses comme ça. Il y en a qui arrivent à s'en sortir. Mais là, c'est ouais. Ouais, en parlant de ça, donc toi vous avez acheté les deux immeubles en nom propre, hein, pas en société, hein. Voilà, tout en nom propre, à deux avec ma femme, 50-50. Et donc on est maintenant, donc ça c'est quelque chose que j'avais pas trop anticipé, on est passé en LMP, LMP, ouais. parce qu'on est expatrié, donc Dès le premier immeuble alors, hein, c'est en fait ça? dès le premier immeuble. Hmm. Et je regardais un peu, c'est jamais facile à comprendre la fiscalité. Donc en LMNP, LMP, je regardais, je me disais, je voyais LMP, pas d'impôt après 5 ans, enfin on amortit de la même façon déjà. Ouais, ouais. Et je voyais pour la plus-value, donc c'est l'intérêt du LMNP, pour la plus-value, je voyais pas d'impôt après 5 ans. Pour le LMP aussi, donc je me suis dit, bon allez go, on verra, de toute façon c'est parti comme ça. Et en fait, l'impôt, ça veut pas dire URSAF. Du coup, le problème enfin, un des problèmes du LMP, pardon, c'est qu'on va payer de l'URSSAF sur la plus-value. La plus-value, c'est par rapport à la valeur nette comptable. Donc tout ce qu'on a amorti va être inclus dans cette plus-value. Hmm. Et donc là, donc en tant qu'expatrié à Hong Kong, je ne sais pas où ça en est pour les autres, mais j'ai vu avec mon comptable, l'URSSAF opère un arbitrage pour les expatriés. Parce qu'en fait, si j'étais soumis à l'URSSAF, je devrais cotiser à Sécurité sociale. Donc ça me Ouais, donnerait droit en fait à une carte vitale, ouais. Et de cotiser pour la retraite, la etc. retraite, ouais. Et je pense que ça ne doit pas leur plaire. Donc pour l'instant, j'ai écrit à l'URSSAF et ils m'ont dit on opère un arbitrage. Pour l'instant, vous n'êtes pas soumis à. C'est un peu zone grise, mais ils veulent pas trop qu'on soit soumis à l'URSSAF. Et il y a un décret en cours ou je ne sais quoi qui va être fait sûrement. Donc pour l'instant, je ne paye pas d'URSSAF. Et mettons, si je revends avant, techniquement, j'ai vu avec mon comptable, je vais peut-être pas payer d'URSSAF sur ma partie meublée du coup. Ouais. Et donc après, moi, c'est un peu technique, désolé. Mais ce qui est bien aussi, c'est de diversifier ces types voilà, d'exploitation. Parce que par exemple, là, j'ai 5 studios en meublé et un grand T3 en nu. Au moment de la revente, je ne sais pas quelle sera la fiscalité applicable parce que ça change tout le temps, etc. Mais je peux un peu ventiler voilà, les différentes taxes avec mon comptable. Est-ce que je fais par rapport au loyer ou par rapport aux surfaces, etc. Donc je pourrais m'arranger pour optimiser un peu, on va dire, ce qui sera voilà, en plus-value professionnelle ou en plus-value particulier. Ouais, après, de toute façon, c'est compliqué à penser à maintenant parce que, comme tu dis, tout évolue. Est-ce que tu seras toujours à Hong Kong quand tu reviendras? Est-ce que tu seras Voilà. peut-être pas revenu en France? Et en même temps, ça veut dire que si tu reviens en France, est-ce que tu repasses pas en location meublée non professionnelle? Parce que là, donc, le deuxième immeuble, pareil, tout va être meublé, hein? Donc là, non, je vais en faire au maximum en nu. Donc je vais peut-être en meubler deux, mais le reste, je vais faire en nu parce que j'ai suffisamment de travaux pour tenir quelques années en déficit foncier. Ok. Parce que sur les 160 000, faut que je fasse, faut que je gagne 160 000 euros déjà de loyer. Faut que je perçoive 160 000 euros de loyer. Ouais. Sachant que j'ai les intérêts d'emprunt, etc., qui sont assez élevés. Donc je pense que je pourrais tenir mon comptable m'a dit de partir comme ça. Je vais meubler vraiment ceux qui ont besoin d'être meublés, les deux plus petits, parce que ça va être des Ouais. étudiants peut-être un peu plus. Enfin, je verrai ça un peu plus sur la fin des travaux.
Mais là, je vais tout faire en nu et au changement de locataire, parce que je pense que je vais forcément avoir sur des petites surfaces des changements dans 2-3 ans. Ouais. Je repasserai en meublé certains logements nus qui ont utilisé un peu leur déficit. Voilà, Oui, parce que c'est pas la même durée de bail. Il y a donc dans le vide c'est voilà, ouais, 3 c'est ans et vrai. dans le meublé c'est 1 an. Exactement. Ouais. Normalement c'est tous les 3 Au ans. bout de 3 ans, voilà, les étudiants, Ouais. ouais, ça dépend. Les Sauf si l'étudiant part partent de d'avant. l'île, il Voilà. Je peut me dis, partir. ça tourne assez vite, les étudiants. Donc, Ouais. enfin, et puis si ça continue comme ça, je ferai d'autres déficits. Il y a toujours des travaux à faire. Voilà. Mais ouais, je vais partir sur lui pour le deuxième. Ouais, non, c'est sûr. Et ce qui veut dire que tu ne pourras pas utiliser tes travaux, tes déficits dans la partie meublée. Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'en ai déjà suffisamment parce que meublé, j'intègre en fait, quasiment tout le coût du bien. Donc, Ouais. ça Donc amortit. l'amortissement du Voilà. bien et Moins du meuble. j'amortis, moins j'aurai de Ouais. plus-value à imposer à la fin. Donc. Et dans le futur, par rapport à ces biens, tu parlais de revente. Je me pose la question, est-ce que tu dois revendre? Tu vas revendre l'immeuble entier? Je t'ai dit, tiens, je vais vendre un par un, peut-être pour essayer de faire une Ouais. plus-value aussi sur la vente, la revente. Alors au début, je pensais un par un. Et c'est vrai que mais j'ai changé un peu d'avis. Je pense que c'est le type de bien convient peut-être plutôt à des investisseurs. Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui achètent à voir, mais ce genre de petits de studio ou voilà. J'avais pensé peut-être vendre le T3 en bas, un peu plus grand, et puis le haut à un investisseur. Enfin, ça va dépendre, mais je pense que quand on arrive au bout d'une opération comme ça, après 10 ans, on a envie de boucler. Faut voir la plus-value que je peux en tirer. Mais comme là, les lots étaient déjà découpés, je pense que c'est pas énorme et je vais peut-être être plutôt content de vendre tout d'un bloc. On verra, mais si c'est vous qui avez vraiment créé, voilà, dans des villes pas comme Lille, mais des villes où on a le droit de diviser, si c'est vous qui créez vraiment les 3 logements, vous faites 3 T2, T3 dans une ancienne maison que vous avez acheté pas trop cher et que vous mettez les compteurs, etc., bah là je pense qu'il y a peut-être une plus-value à se faire. Mais là, sur des biens comme ça à Lille, je pense que ça intéressera peut-être plutôt des investisseurs que des particuliers. Est-ce que là, chaque bien a son compteur ou c'est des compteurs Ouais, communs? tout le monde a son compteur. Ouais, donc ils sont déjà divisés quand même. Ils sont Donc, déjà divisés, donc en fait, c'était déjà un petit peu inclus dans le prix, en fait, ouais. de pouvoir acheter une maison ou un immeuble, parce que donc, les immeubles à Lille, c'est un peu des maisons, c'est des grandes maisons qui ont été divisées il y a longtemps. Et en fait, entre acheter une maison pas divisée et la même maison divisée déjà en lots, Hmm. je pense qu'on paye un peu plus cher la maison divisée, je pense. Enfin, Déjà été visiter les immeubles? ben non, jamais. Ah ouais? Ah, c'est vrai? Ouais, non, j'ai envoyé un ami, Ok. ouais. Il avait fait un projet un peu comme ça. Il a fait un co-living, enfin une Ah, grosse ouais. coloc dans une maison à Lille, pareil, sur Oisem. Et son ex-copine était architecte, donc ils ont fait vraiment un truc sympa. Et il avait suivi les travaux, donc je lui ai dit, comme il est toujours à Lille, je lui ai dit, allez, Ah, ouais, tiens. va voir. Et c'est lui qui m'a dit, ouais, c'est bien, donc Ok. go. Ouais. Mais pas pensé, ou est-ce que tu as déjà pensé à louer certains lots en court séjour? J'y ai pensé. Ben, pour l'instant, à distance, c'est quand même un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de choses à mettre en place, je pense. Bon, il y a des conciergeries, Ouais. etc. Mais c'est quelque chose, ouais, que je pourrais peut-être faire plus tard, ouais. Mais maintenant, ça devient compliqué. C'est vrai que, en fonction de ce qu'on recherche, pour augmenter en rentabilité, ben, c'est aussi une des solutions. Moi, je sais que j'ai des personnes qui me disent, tiens, je fais un mix longue durée et courte durée pour pouvoir avoir ben, une base, au moins se dire, bon, ben voilà, j'ai ces loyers minimum, et après, une partie, je vais la louer en courte durée pour aller chercher un peu plus de rentabilité. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bah, dans le sud, ça se fait pas mal, je crois, mais en pratique, j'aimerais bien voir comment ça se passe parce qu'il faut vraiment. Enfin, se dire, souvent, ça va être des étudiants ou des gens qui viennent travailler voilà, jusqu'en juin et l'été, vous mettez Ah non, des mais moi je voyageurs, parlais non? plutôt même genre dans les 8 lots, t'en mets 4 en longue durée et 4 en courte durée, avec la conciergerie qui s'occupe de la partie Ah, ok. courte durée et l'agence classique que tu utilises. Ah, ok, Euh, ok. voilà. Mais j'y pense, mais j'aimerais bien être sur place pour faire ça plutôt quand même. Ouais. Il y a plus de. S'il y a une chaudière qui pète, il faut la changer en une journée, quoi. C'est ça en fait qui est compliqué. C'est du stress en plus. Mais en même temps, c'est comme si tu as une bonne conciergerie, normalement elle est Ils le censée font, ouais. pouvoir s'en occuper. Mais par contre, bah, c'est vrai qu'au niveau frais, une conciergerie, on est
on a des revenus plus importants. Et par contre, de l'autre côté, en moyenne, une rente conciergerie, c'est 20%, Ouais, hein, c'est ça. 20-25%. Donc, Mais dans des villes par exemple comme Paris, je pense que ça a plus d'intérêt parce qu'on ne peut pas retomber sur nos pattes, on ne peut pas forcément être à l'équilibre avec voilà, les loyers versus le prix de l'immobilier. ouais, Donc sachant c'est qu'à dans Paris, les c'est villes, compliqué de faire de la en plus, coloc. ouais, voilà, en plus. Mais de la colocation ou mettre des stratégies en place pour pouvoir rembourser son prêt, on y pense. Plein d'idées. Et donc, ça va être livré ouais, d'ici quelques mois, donc c'est pas encore fini. Donc, j'imagine que vous êtes encore là-dedans parce que à gérer à distance, à suivre les travaux. Tu es déjà en train de penser, à te dire, tiens, qu'est-ce que ça va être mon prochain projet? Ou tu te dis, j'attends, on verra. Non, je pense tout de suite au prochain projet. En fait, quand on voit que ça marche, après, on se dit c'est parti, c'est scalable. Donc là, je commence à me dire qu'est-ce que je vais faire après. À un moment, il y a la banque qui va bloquer aussi. C'est ce Mais que tu je disais, vais donc essayer peut-être de. passer en société Voilà, et avec des SCI. banques qui puissent financer Donc des voilà, ça va sociétés. être un nouveau challenge. Ouais, voilà, on va voir ce qu'on peut mettre en place. Mais ouais, trouver des biens. Là, j'ai assez confiance en mon artisan. Donc Donc toujours sur l'île, hein. là, j'aimerais bien peut-être diversifier un peu. Mais si je retrouve, ça va dépendre de ce que je trouve d'intéressant. Je crois que c'est une période plutôt propice là, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté. Il y a moins d'acquéreurs. Donc c'est un peu moins compétitif, quoi. Donc je vais voir peut-être des locaux commerciaux, ça pourrait me plaire aussi. Je suis assez ouvert, mais voilà, si je trouve un immeuble ou des maisons individuelles, je me dis peut-être voilà, quelque chose de plus patrimonial. Tout est un peu, ça va un peu dépendre de ce que je trouve, mais ouais, j'aimerais bien peut-être doubler ce que j'ai, par exemple, ce qu'on a avec ma femme. Ouais, Et je sais pas si on y arrivera, mais ce serait un bel objectif. intéressant. Pareil, faut peu de personnes investissent dans le commercial, mais en même temps, ce qui est intéressant dans le commercial, c'est d'avoir quelqu'un qui est obligé d'entretenir. Voilà. Il n'y a pas d'entretien. Mais par contre, tu ne peux plus louer en mode meublé avec l'avantage Voilà, bah fiscal. là, il faut passer en SCI, à l'IS, je pense. Et donc, il y a quand même des abattements jusqu'à 38 000 euros par an, quelque chose comme ça. Je crois que faut rentrer dans ces calculs. C'est encore un autre métier, mais je crois qu'il y a quand même des solutions. Et les rentabilités sont un peu plus élevées en général, de ce que je vois. Et après, pourquoi pas un mix? Souvent, à Lille, il y a des immeubles ou ailleurs, il y a des immeubles avec des appartements en haut, un Ouais, local commercial au rez-de-chaussée. c'est vrai. Donc, à voir après, il faut un bon emplacement. Enfin, il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu. Ouais. Le local commercial peut peut-être être transformé en Airbnb, justement, parfois, Oui, avec la c'est vrai qu'il y a compensation dans pas mal de villes, par exemple à Bordeaux ou autre, les investisseurs achètent ces locaux commerciaux et les transforment en Airbnb. Mais des fois, je me dis c'est un peu bizarre parce que, alors j'ai jamais essayé, mais je me dis un Airbnb en rez-de-chaussée où en fait tu fumes les vitres et t'as les voitures devant qui peuvent passer, les passants, mais ça fonctionne. On va voir, ouais. Mais ouais, c'est vrai que il y en a qui le font. À Bordeaux, ouais, ça doit marcher. Si tu avais des conseils à des nouveaux investisseurs ou des investisseurs qui souhaitent se lancer dans un nouveau projet, qu'est-ce que toi tu déconseillerais? Alors, en positif, peut-être plus, voilà, chercher, définissez peut-être votre zone, une ville ou un endroit qui vous plaît, peut-être que vous connaissez quand même. Donc moi, par exemple, Lille, j'étais allé plusieurs fois parce que j'avais beaucoup d'amis en école là-bas, étudiants, et ma femme a étudié là-bas aussi d'ailleurs. Et peut-être après, pour les conseils un peu plus pragmatiques, renseignez-vous bien sur la fiscalité qui s'applique à vous, sur toutes les taxes, les charges que vous allez avoir, parce que c'est vrai qu'on en oublie, comptable, etc. Moi, je suis passé par exemple une femme de ménage dans les immeubles, ça, j'avais pas forcément vu venir, une fois par mois. Des petites choses, c'est pas grand chose, mais voilà, faites bien vos calculs, vos petits tableaux Excel et renseignez-vous bien, demandez à ceux qui ont déjà fait, si vous avez des proches qui ont de l'immobilier, bah, demandez-leur des conseils, parce que c'est après qu'on est mieux averti. Et puis lancez-vous, voilà. C'est ça. Et des fois, se lancer sur le premier, c'est le plus difficile, non? Ouais, c'est ça. Puis il faut que ça vous plaise aussi, parce qu'il y en a, je sais, qui sont pas du tout faits pour ça. Dans ce cas-là, il faut peut-être mieux prendre des CPI, quoi. Faut un petit peu. Et en parlant de ça, ça te prend beaucoup de temps, les locataires, si, le comptable, etc. Est-ce que toi, au quotidien, ça te prend du temps? C'est plutôt peut-être une fois par an. Donc au début, donc comme tu dis, il y a pas mal de mise en place. Mais une fois passé un an, voilà, il y a voilà, les impôts. Il faut déclarer les impôts, c'est en ce moment.
Eh oui. le comptable, etc. Mais c'est une fois par an. Et puis, une fois que vous en avez un, vous en avez 10, c'est pareil en fait. Le temps de remplir une déclaration d'impôt, ça va être le même. Donc, sinon, non, pas. Honnêtement, c'est hyper raisonnable. Très raisonnable. Après, bon, quand il va y avoir un problème plus important de temps en temps, peut-être, une toiture, une chaudière, j'en sais rien. Ouais. Ça pourra arriver, mais ça sera. Mais en même temps, c'est pas toi qui vas gérer. Voilà, c'est pas moi qui vais gérer, donc je valide toujours quand même les devis avec l'agence, etc. Ouais. Ou maintenant j'ai mon artisan, donc j'aime bien passer par lui. Mais ça va me prendre envoyer un email et puis voilà, c'est pas. C'est assez passif quand même. Hein. Ouais. Si j'avais que ça à faire, bah, ça serait génial. Bon, ben super. Eh ben, merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Merci Hein, Arnaud. Merci d'avoir participé à ce premier épisode d'Expatimo. Bah, avec plaisir. Bonne continuation. Expatimo, le podcast, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre support et n'hésitez pas à partager cet épisode avec votre famille, vos amis et pour nous soutenir, merci de nous mettre un commentaire et une note 5 étoiles, cela nous aide beaucoup. Expatimo est créé par Acheter pour louer. Si vous avez un projet en tête que ce soit pour acheter, louer ou investir, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous accompagner.